Alors, petite vidéo, on va parler du GeoInt, une nouvelle science de l'information géospatiale. Je vous ai parlé de l'analyse spatiale, c'était vraiment important. Et on fait du Geospatial Intelligence. Donc là, je vous ai dit dans les cours sur le SINT, on a deux types. Quand on fait de l'IMINT, donc de l'intelligence des images, on a l'IMINT généralement, c'est à l'échelle micro. C'est plus sur de la tactique. Donc on va analyser un territoire vu de près. On s'intéressera à un département, à une région, mais même plus précisément à un périmètre, par exemple, d'une ville. Et à l'inverse, le GeoInt, comme les satellites sont en orbite minimum, sont en LEO, en orbite basse, on a une image macro, macroscopique, dans le sens où c'est une vue d'ensemble. D'accord? Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Si je devais faire le parallèle, quand on fait de l'IMINT, généralement ça sera plus sur des images de drones. À l'inverse, si vous faites du GeoInt, ça sera plus des clichés vus de l'espace. D'accord? Donc le GeoInt, c'est quoi? Je vous en ai déjà parlé, mais c'est l'une des mutations technologiques et culturelles fortes dans le monde du renseignement. Les récentes évolutions dans le secteur d'activité montrent des progrès inédits pour acquérir une qualité d'information sur des sujets de premier ordre, comme la gestion d'une crise humanitaire dans telle ou telle région, ou éventuellement la surveillance d'un territoire, étendue au profit d'une manœuvre tactique. Donc les progrès sont tels qu'aujourd'hui le GeoInt se construit comme une nouvelle science de l'information géospatiale, une discipline transversale s'appuyant sur les sciences technologiques et les sciences humaines. Je vous répète tout le temps, c'est multidisciplinaire. Alors vous devez entraîner votre cerveau, mais vous devez entraîner votre œil. Votre œil sera votre plus puissant allié. C'est lui qui fera les constatations. Là, justement, on peut s'intéresser aux détails. Et comme on dit toujours, le diable se cache dans les détails. Donc il faudra faire attention. Ça. Mais l'œil sans rien, bah écoutez, on va pas très loin non plus. Pourquoi? Parce qu'il faut, je vous le répète tout le temps, cet esprit critique et analytique. Vous devez contextualiser, donner du contexte, donner du sens. Et ça, votre cerveau ne peut pas fonctionner sans ses yeux. Les yeux ne peuvent pas fonctionner sans votre cerveau. C'est un binôme infernal. Donc là, on a une vue du globe arabo-persique. Donc c'est une vue de Copernicus Sentinel-3, un de nos satellites. Et on voit que c'est la prise GeoInt, c'est la fusion des données géolocalisées et géoréférencées. Je vous parlais de points géodésiques. Et ça va permettre de faire ce qu'on appelle une image composite, c'est-à-dire générée par ordinateur, et on va utiliser les fameuses strates dont je vous parlais, et qui vont nous permettre de générer des images, soit en 2 dimensions, soit en 3 dimensions. Et on va agglomérer à la fois des sources militaires et des sources civiles. Donc comment ça marche en fait? La topographie, différentes couches d'informations géographiques qui sont sélectionnées selon leur intérêt dans l'espace et le temps. Je vous répète tout le temps aussi, pensez à la temporalité. Je vous dis toujours, quand vous analysez une cyberattaque, un crime, quoi que ce soit, un événement majeur, vous devez décomposer les événements et faire une frise chronologique pour être mieux à même de comprendre le déroulement, l'enchaînement des événements. Donc celle-ci a comme valeur justement le croisement des sources, le précision de l'information et de son analyse, son exploitation dans la durée. Il n'apparaît guère étonnant que ce secteur d'activité révèle d'abord du renseignement militaire avant de connaître une diffusion plus large avec d'autres moyens dans le domaine civil. Et ça ne fait pas tout. Je ne connais pas ce monsieur, mais je crois que le patron de la DRM, du renseignement militaire, s'est fait gentiment remercier la semaine dernière par notre président. Pas de chance. Apparemment, il était mal informé, le pauvre président. Donc, c'est un processus, une connaissance, une compétence. Le GeoInt désigne un processus qui s'étend, de la collecte à l'analyse de l'information. Il suppose des capacités de fusion issues de multiples capteurs comme des satellites d'observation, de reconnaissance, d'où le terme géospatial, mais aussi de drones et de traitement de données numériques.
Donc il intègre toutes les sources d'informations possibles, comme les sources académiques, les réseaux sociaux, l'imagerie, la géolocalisation, les données numériques en masse, hein, le big data, je vous en parle tout le temps, et la cartographie traditionnelle. Hein. Mais il se limite pas, pardon, à, à désigner un processus technique uniquement. Hein. Il s'élargit à l'idée de raisonnement et d'analyse relevant du domaine de la géopolitique, des sciences humaines, c'est-à-dire l'étude des rivalités de pouvoir sur un sujet donné à partir d'informations localisées. Hein. C'est exactement ce qu'on fait en ce moment avec l'Ukraine. Hein. Vous pouvez en apprendre énormément avec l'OSINT. Je ferai le parallèle avec le GeoInt. C'est les bases du renseignement militaire. Et vous pouvez récupérer énormément d'informations, soit sur la posture d'un allié, hein, dans un conflit, globalisé ou pas, soit peut-être comprendre, hein, les mouvements de troupes pour un adversaire. Donc la surveillance d'une zone frontalière sensible ou le suivi des flux de migrants, hein, en Méditerranée sont parmi aussi d'autres domaines d'activité qui sont propres au GeoInt. Hein. Donc c'est ça, hein. La cartographie et l'analyse spatiale. C'est vraiment ça, c'est un processus de fusion de données géolocalisées, géoréférencées. Hein, ça, il faut bien retenir. Et de diverses sources militaires ou civiles. D'accord. Si on devait le résumer trivialement. Donc c'est aussi un facteur de souveraineté, hein, en termes de soft power, puisque, vous le savez, en géopolitique, on parle de soft et de hard power. Le hard power, typiquement, c'est le bras armé ou le bras économique, hein, le bras industriel, le bras technologique, qui va permettre à une nation, un pays souverain, de pouvoir exercer son influence, hein, mais par des moyens souvent de coercition. Hein. Donc là, on commence à rentrer soit dans l'attaque, soit, en tout cas, on prend une posture agressive vis-à-vis soit de ses alliés, soit de ses adversaires. Là, ça serait plutôt du soft power. Dans le sens où le soft power, on parle tout le temps de rayonnement, hein, rayonnement économique, rayonnement culturel, rayonnement diplomatique. Mais c'est aussi tout ce que tu ne peux pas voir. Hein. Euh, la cyberguerre, ça peut être à la fois du soft power, parce que je peux faire du renseignement, passif ou actif, mais tant que je me fais pas gauler, eh ben, c'est pas comme un acte de guerre. Hein, c'est pas perçu comme une menace. Pourquoi? Parce que la menace est fantôme. Hein. Si tu ne sais pas que tu es espionné, bah, à partir de là, tu ne te sens pas menacé. À partir du moment où tu sais que tu es espionné, là, tu commences à prendre compte de tes propres lacunes et de ton manque de connaissances sur un sujet, notamment le fait que tu es espionné tous les jours, tu ne le sais pas. Et là, ça commence à te perturber. Tu commences à plus, tu vas être obnubilé par ça. Hein. Comme la plupart des gens qui pensaient qu'on vivait dans un monde de bisounours et qui comprennent qu'on vit dans la surveillance de masse. C'est la dissonance cognitive. Hein. Leur cerveau a du mal à apprécier la réalité, puisque celle qui pensaient, hein, via les biais cognitifs, pensaient une toute autre réalité. Hein. On croyait que c'était pas comme ça, et puis tu te rends compte que le monde est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sombre, hein, que ce que tu pensais qu'il était. Et là, il va falloir un petit temps à toi et à ton cerveau pour t'adapter à la nouvelle situation. Mais revenons au sujet. Hein. Donc le principe de fusion des données, ça s'est vu, ça a commencé dans la Première Guerre mondiale, en fait. Hein. On a commencé, je vous avais fait un petit cours sur la reconnaissance aérienne. Hein. Tout d'abord, on avait des ballons. Hein, des ballons qui montaient en hauteur, pas très loin du front, puisque vous savez, on a dû vous l'expliquer en cours, la Première Guerre mondiale était une guerre de position. Hein. On avait des fronts bien définis, on est loin des guerres hybrides qu'on a aujourd'hui. Hein. C'était vraiment une guerre de pas de déplacement, enfin ou très peu. Hein, la ligne de front évoluait, mais c'était des positions essentiellement statiques avec les pauvres poilus qui ont connu l'enfer. Ensuite, on a décidé d'améliorer, hein, de faire des cartes topographiques. Les cartes topographiques permettent, notamment aux fantassins, mais aussi aux différentes armées, de pouvoir se déplacer. Hein. Se déplacer en fonction, je vous ai dit, en fonction de l'environnement. Hein. Je dois analyser l'environnement, donc ça passe par l'analyse spatiale, et je sais
où c'est que je vais mener mes troupes. Hein. Je sais les zones qui vont être inondables. Je sais que là, il y a des marées, ça risque de ralentir mes chars, etc., etc. Donc le GeoInt, c'est une nouvelle ampleur. Hein. Ça a explosé vraiment la démocratisation, euh, comment dire, des satellites espions. Hein. Ça a commencé à la fin des années 60 pour les États-Unis. Ils étaient très en avance. On a les satellites espions Corona, le programme Corona, avec la série des KH pour les Américains. Hein. Les KH-11, KH-12, KH-13. Maintenant, je suis plus, mais ça a bien avancé. Donc techniquement, ça permet de préparer les armées, hein, de cartographier le terrain et en amont de planifier hein, une attaque. La première utilisation massive, ça a été la guerre du Panama, et ensuite ça a explosé à la première guerre du Golfe contre Saddam, malheureusement, le pauvre Saddam. Et en 1991, hein, là on a vu la puissance hein, en termes de satellites. Hein. Ça permet de coordonner à la fois les mouvements de troupes, hein, les plans de bataille, et ça nous permet de voir quand c'est possible. Hein, puisque n'oubliez pas que c'est pas non plus magique. Hein. Une bombe guidée laser, s'il y a une couverture nuageuse, eh ben vous êtes bloqué. D'accord. Par contre, si vous avez une JDAM, la JDAM est guidée par GPS et c'est une munition qui va permettre de toucher la cible dans toutes conditions, c'est-à-dire de jour, de nuit, ou même s'il y a des intempéries, une couverture nuageuse. Donc on voit la puissance du satellite, hein, surtout avec le GPS, où pour la première fois l'armée américaine a utilisé des armes de haute technique, hein, comme les bombes guidées par laser, et ça n'aurait pas été possible à la fois grâce aux satellites d'observation hein, pour repérer les cibles potentielles et ensuite en termes de guidage jusqu'à la cible. Hein. Donc les bombes guidées par laser justement sont remplacées par des bombes guidées par satellite et c'est extrêmement efficace. D'accord. Et puis ça permet de voir les mouvements de troupes et de jour par jour, hein, évaluer la situation. Encore une fois, le fameux situational awareness que vous devez avoir également en cybersécurité. Hein, c'est un concept issu du champ de bataille des armées. Donc en 2003, on a une agence de renseignement spécifique issue de la fusion de la cartographie et de l'imagerie, qui est soutenue par la Fondation pour le renseignement géospatial, on l'appelle USGIF, qui forme une sorte d'écosystème économique. Hein. Pour la première puissance mondiale, le GeoInt est un domaine qui permet d'asseoir sa souveraineté dans tout type de situation de crise. Vous avez compris qu'on parle des États-Unis. Au début des années 2010, ses alliés au sein de l'Alliance Atlantique, qui dépose également d'un centre GeoInt, on a le Royaume-Uni, l'Allemagne, qui saisissent le tournant de cette évolution technologique tout en étant dépendants de la doctrine américaine. En 2014, on a notre armée, l'armée française, qui va se doter de son premier centre de renseignement géospatial interarmée, rattaché à la direction du renseignement militaire pour les mêmes raisons, mais avec des spécificités différentes. L'intérêt est de rester souverain de ces informations et d'assurer une autonomie stratégique en la matière. Hein. Donc c'est encore une fois, à partir du moment où vous avez besoin de votre allié, de votre partenaire, euh, pour avoir de l'information et pour avoir ce cycle de recueil de l'information ou pour acquérir de la donnée, eh ben vous pouvez vous poser la question qu'est-ce qui va se passer en cas de conflit. Hein. Un allié d'aujourd'hui peut être éventuellement un ennemi de demain. Hein. En géopolitique, c'est extrêmement complexe. Hein. Vous l'avez vu, euh, les, les conflits peuvent arriver très vite, comme on l'a vu avec l'Ukraine. Hein, même si le conflit s'endigue depuis 2014. C'est juste nous, occidentaux, qui n'avons pas voulu voir le problème qu'il y avait en Ukraine. Donc, c'est également une aide à la décision pour les autorités politico-militaires. Hein. Donc, le but de la direction militaire, c'est de renseigner la prise de décision auprès des autorités politico-militaires. Hein. Vous savez que le président, il est à la fois garant de la nation, mais il est également il représente la plus haute instance militaire. Hein. C'est une spécificité qu'on a en France.
Donc cette finalité rappelle la fonction de la géographie, hein, dans les armées rationalisées à partir du XVIIIe siècle en Europe de l'Ouest, apporter de l'information localisée et cartographiée aux pouvoirs politiques et aux états-majors pour favoriser les conditions du succès, hein. Et Napoléon, on en revient toujours à lui, qui était un brillant stratège et tacticien, avait tout de suite compris la prévalence, hein, de l'information. Qui contrôle l'information contrôle le monde, hein, et c'est toujours vrai aujourd'hui, hein. Qui contrôle l'information contrôle le monde, qui contrôle l'intelligence artificielle contrôle le monde, qui contrôle Internet contrôle le monde, et qui savoir ses pouvoirs, hein. Je vous le dis toujours, savoir ses pouvoirs, le savoir est une arme, savoir ses pouvoirs, pouvoir prendre des décisions, hein, en- à la bonne heure, au bon moment, hein, pour faire toute la différence. Et encore une fois, sur un plan tactique, on dit toujours euh, un homme, le bon homme, au bon endroit, fait toute la différence, hein. Donc, bah, c'est pareil. 100 hommes, 1000 hommes, au bon endroit, au bon moment, font encore plus la différence. Donc, il faut découvrir ou redécouvrir de nouvelles zones de guerre. Malheureusement, on a eu le conflit en Afghanistan. Euh, D'ailleurs, on s'est pris une bonne déculottée. Mais comme les Russes avant en 79, mais bon, on va pas faire de politique. Et il faut aussi répondre aux besoins d'information géolocalisée pour des unités devant intervenir dans la gestion de crise. Donc, parfois, libération d'otages, interposition, c'est ce qui s'est passé au Moyen-Orient, euh, après-guerre, hein, dans les années, on va dire 60, 1990. Hein. Pour faire large, on a eu de nombreuses prises d'otages, de libération d'otages au Moyen-Orient. C'était assez conflictuel. Il y a eu la guerre au Liban. Enfin, vous étiez peut-être trop jeune, mais c'était assez chaud. Donc en Irak, en 2004, on a appliqué pour la première fois le concept de ce qu'on appelle le GeoCell, hein. Alors le GeoCell, ça fusionne les données GeoINT et le NGA et le SIGINT, hein. Tiens, c'est marrant, c'est ce que je vous racontais. Je vous dis pas que des bêtises. Donc, je vous ai expliqué qu'on fusionne, hein, les senseurs, et on a 5 couches. Je vous l'ai expliqué. La National Security Agency utilise cette technique afin de lutter contre les groupes terroristes. À la fin des années 2010, la surveillance de la menace djihadiste au Sahel, au Moyen-Orient, s'appuie sur cette capacité pour apporter la meilleure connaissance possible des rivalités des acteurs, des différents acteurs, dans leurs environnements. Alors que les rythmes opérationnels s'accélèrent grâce à la modernisation des systèmes d'armes et de communication, les technologies du numérique permettent de nouvelles possibilités. L'information apportée aux autorités politico-militaires devient plus précise, permettant une prise de décision plus rapide. Le concept d'information dominance, donc la dominance par l'information, je reviens à ce que je vous dis toujours, savoir, c'est pouvoir, dont fait partie la connaissance géographique et le Geospatial Intelligence, aka GeoInt, et le Geospatial Dominance, hein. Donc là, je vous ai dit, toutes les armes guidées par satellite, c'est la dominance, hein, sur le champ de bataille pour des armées, malheureusement, puisque elles sont faites pour contrôler, maîtriser et trucider, hein, puisque l'homme est extrêmement intelligent, surtout dès qu'il s'agit de se trucider, hein. C'est ce qu'on sait faire de mieux depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que vous voulez? Apparemment, c'est ancré dans nos gènes. Donc, il faut mieux comprendre tout ça. D'accord? Donc, les autorités, c'est un vrai intérêt pour les autorités, hein, comme pour les unités sur le terrain, hein, puisque leur vie en dépend, hein. Donc, le GeoINT, c'est des cloisonnements en silo, hein. La data dans l'informatique en informatique, hein. La data est stockée dans des silos, hein. Les silos, ce sont des énormes serveurs qui vont récupérer de la donnée brute et on va filtrer, hein, trier, agencer, réordonnancer, analyser la data brute dans les silos et l'intégrer en base de données, hein. C'est le processus quand vous êtes data scientist, quand vous êtes ingénieur en base de données, ce que je ne suis pas, hein, mais j'ai entendu dire que je crois que c'est ça qu'ils font. Donc voilà, encore une fois, acquisition de la donnée en brut, et après, il faut raffiner l'information, d'accord? Pour qu'elle soit opérationnelle. Donc, le développement de l'information géoïde
va s'affirmer jusque dans les années 2010 pour devenir une discipline géospatiale globale, en particulier aux États-Unis, et il est à la fois reconnu comme une science, technologie, data et un art. Innovation, visualisation, création. Alors, on a de très bonnes écoles, hein, notamment à Rennes, qui forment sur ces compétences. Donc, la connexion de la recherche universitaire, ce qu'on appelle les sciences dures et les sciences humaines, de la communauté du renseignement, et des capacités des industries de défense-sécurité, qui créent une synergie efficace. Le GeoInt devient une discipline centrale de la connaissance, au point qu'il existe plus d'une dizaine de masters d'État spécialisés dans ce secteur, pour les armées comme pour d'autres services, comme la sécurité et la santé publique, parallèlement, dans les services opérationnels. La tendance est au décloisonnement des spécialités technologiques et organisationnelles du fonctionnement en silo. Là, on parle de silo du renseignement, donc c'est l'IMINT, le SIGINT, le GeoInt, le COMINT, etc., etc., le TechInt, le MASINT. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Elle tend à repenser l'exploitation des images, la maîtrise et l'exploitation des données, ainsi qu'à valoriser l'emploi de la géographie. La manière de procéder à l'analyse des données s'appuie sur le raisonnement géopolitique à l'échelle tactique comme stratégique, et également modifiée par la flexibilité des outils et la profusion des sources d'informations. D'accord? Donc voilà. Allez creuser le United States Geospatial Intelligence Foundation, hein, l'USGIF, comme on dit. Donc, planifier. Hein. Là, on voit une reconstitution, une maquette. Hein. On travaille sur des clones, je vous dis, on fait un laboratoire avant de lancer une cyberattaque pour se préparer, hein, à l'environnement. Mais c'est pareil, quand vous faites partie des forces spéciales, vous allez préparer, hein, une mock-up, comme on dit en anglais, et vous allez faire en fait une reconstitution via une maquette, hein, et entraîner même, si on doit parler du GIGN par exemple, on va recréer de toutes pièces, hein, des assauts tubulaires, c'est-à-dire dans les avions, où on va lancer des assauts euh, dans soit des maisons, des bâtiments, en tout cas euh, dans un environnement urbain, on va recréer de toutes pièces, hein, l'architecture. Ok. Donc là, on voit une reconstitution par le National Geospatial Intelligence Agency américaine de la maison où était caché Ben Laden, qui ont permis le raid des forces spéciales en 2011. Hein. Donc le GeoInt permet aux États-Unis de mettre en œuvre leur puissance dans tout type de crise. Donc là, c'est une petite maquette. Hein. Ça va permettre quand même de comprendre le périmètre, savoir les points les plus accessibles, hein, pour pouvoir lancer l'assaut, mener l'assaut. Euh, mais c'est également aussi reconstitué de toutes pièces. Hein. Il y a la maison de Ben Laden qui a été faite dans le désert américain de toutes pièces. Okay, à partir de ces images, à partir des images satellites, pour entraîner, hein, les forces d'assaut. Je crois qu'ils avaient envoyé la Delta Team, hein, donc c'est le top du top. Euh, Ce sont des assassins euh, aux ordres du président américain, ni plus ni moins. Je n'ai pas peur de, je mâche pas mes mots, hein, parce que voilà, c'est pas des enfants de cœur. Et donc c'est le top du top niveau force spéciale. Il n'y a pas que, mais les deltas en font partie. Et donc on voit la puissance reconstituée. Puis je vous disais, hein, je vous parle tout le temps de la NRO, le National Reconnaissance Office, qui est extrêmement puissant, hein, qui est même l'une des agences les plus puissantes, puisque c'est elle qui fournit les moyens électro optiques, électro-optiques, optroniques aux autres agences de renseignement. Donc techniquement, ce sont les yeux des 16 autres agences de renseignement américaines. Mais revenons au GeoInt. Le GeoInt devient une discipline et une culture créative. Hein. Nous, on le fait dans le fun, dans le monde civil. Hein. Vous voyez que ça peut être intéressant de triper, de retrouver des photos, de retrouver des individus, parce que c'est gratifiant. Hein. On utilise sa matière grise et à partir de très peu d'informations, ça prend du temps. C'est un processus qu'il faut apprendre, hein, qui est dans le renseignement, il parle de multi-int, hein, c'est-à-dire multi-intelligence. Un multi-intelligence, c'est-à-dire, je vous le répète tout le temps, c'est ce que j'ai appris moi grâce à toutes ces données techniques militaires que
j'ai récupéré via le site, c'est que j'ai compris la philosophie de ce monde du renseignement. C'est multidisciplinaire, je vous le répète tout le temps. Donc, le cycle du renseignement, je vous en avais parlé, c'est ce qu'on appelle le RIS, et les produits visuels sous forme d'une cartographie élaborée, idéalement en temps réel, c'est encore mieux, et des outils de fusion, je vous en ai déjà parlé, comme des systèmes d'information géographique, et on va prendre toutes les données et on va les gérer. Donc on a le système de cartographie de crise, qu'on appelle SC2 dans l'armée, qui est un outil qui va permettre aux acteurs à gérer des crises. Je vous ai parlé d'événements majeurs, euh, des catastrophes naturelles ou éventuellement lors d'une guerre. D'accord. Donc pareil, petite thèse que je vous conseille, Thibaut Lacazo, je vous ai aimé de toute façon tous les documents si vous voulez vous intéresser au sujet. On a les thésards de la gendarmerie qui ont travaillé sur leur thèse de doctorat et leur soutenance. Je vous ai mis tous les thésards qui ont réussi, sur quel sujet ils travaillaient. Je vous ai dit, inspirez-vous des meilleurs. Et on a d'excellents éléments en gendarmerie qui ont travaillé sur des sujets divers, notamment qui traitent de l'OSINT. Comment vous croyez que je sais tout ça? Je vous ai dit, je travaille ni pour la gendarmerie, ni pour la police, ni pour le renseignement. Et vous allez pas me croire. Parce que vous allez vous dire, mais ce mec en sait trop, quoi. C'est pas possible. Et si, c'est possible. C'est possible. Mais ça a pris des années et des années de travail. Mais vous aussi, si vous bossez comme moi, si vous vous passionnez par un sujet, vous pourrez acquérir beaucoup de connaissances, même comme quelqu'un qui a travaillé dans l'armée, sans aucun problème. Ne croyez pas que tout est secret. Tout se sait. Et si vous êtes assez intelligent pour comprendre les techniques qui sont utilisées, vous pourrez rentrer dans la tête des gens et savoir exactement ce qu'ils ne vous disent pas. Vous pourrez en déduire. Déjà parce qu'on a beaucoup d'informations en source blanche. Je vous disais, c'est pour ça que c'est utilisé aussi dans le renseignement. Il n'y a pas que du close source, puisqu'on peut en apprendre presque plus. Finalement, on croit que tout est caché, mais quand vous commencez à creuser un sujet, vous vous rendez compte que vous pouvez récupérer de l'information. Si vous l'avez pas, c'est parce que vous vous limitez à Internet, peut-être. Vous n'avez pas lu tous les livres qui traitent d'un sujet. Je vous ai dit, vous aurez plus d'informations dans les livres que sur Internet. Le problème, c'est que les nouvelles générations, vous ne lisez plus. Vous ne lisez plus les journaux, vous ne lisez plus les livres. Alors, c'est normal, on vit avec son temps, mais pensez que c'est extrêmement utile pour acquérir justement des données et avoir une vision objective. Travailler sur des sujets euh, voilà, je m'intéresse au renseignement, je dois avoir, je sais pas, 70, 80 bouquins d'anciens barbouzes, agents du renseignement, américains, anglais ou autres, français, et ça me permet de comprendre comment fonctionne. J'ai des documents sur les RG, j'ai des livres sur le renseignement généraux, tout ça pour comprendre en fait comment fonctionne. Et puis il y a un côté aussi sociologique, les sciences humaines. Vous apprenez différents corps de métier, vous apprenez à comprendre le fonctionnement, et c'est ce qui structure la société. Nous, la République française. Donc c'est important de comprendre comment fonctionne la police, la santé et les armées, même si vous en faites pas partie. Ça vous permettra d'avoir une meilleure connaissance du monde qui vous entoure. Donc aux États-Unis, les activités de la fondation USGIF et NEJA s'étendent à la connaissance géographique des zones touchées par les catastrophes naturelles. Je vous le disais, les ouragans ou une épidémie. En 2014, on a une équipe de santé américaine qui est déployée au Libéria pour apporter des soins face au virus Ebola, une belle saloperie qui s'étend depuis la Guinée. Elle bénéficie du soutien de la NGA pour connaître sa dynamique d'expansion grâce à une cartographie issue de la diffusion des informations géographiques et accessibles dans le domaine public. Donc vous voyez, même le secteur militaire se sert du domaine public pour agglomérer de la data. En France, au sein de la gendarmerie nationale, amené à intervenir dans des crises de nature diverse, un système de cartographie de crise, SC2, je vous en parlais, autonome et projetable, est mis au point par le Centre de planification et de crise. Installé sur un aéronef, il comprend une photographie de crise et cartographie d'une crise d'une zone, jusqu'à 200 km en moins de 4 heures, permettant le suivi en temps réel de la situation, le traitement cartographique et la diffusion des informations. Le procédé est utilisé pour la première fois lors du 70e anniversaire du débarquement en Normandie et conduit à produire 24 cartes différentes de la zone d'acquisition. Compte tenu de son succès opérationnel,
hein. Il sera utilisé également dans la gestion de crise. Quand ça a commencé à péter à la ZAD, hein, Notre-Dame-des-Landes, d'Agen et de Robion, les camps de migrants de Calais, hein, ou de Grand-Sainte, commémoration de la Seconde Guerre mondiale, de la Grande Guerre, pardon, entre autres. Donc tout ça, ça permet de localiser, vue du ciel, vue de l'espace, et comprendre mieux ce qui s'y passe. En septembre 2017, ce système s'appuie sur la gestion de crise du cyclone Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans nos dom-toms. Plus de 1000 cartes à l'aide de décision, comme on dit, sont réalisées pour tous les services étatiques, favorisant la coordination dans des conditions difficiles. Hein, alors c'est surtout quand vous êtes en gestion de crise que l'information devient primordiale, hein. C'est ce qui va permettre de coordonner euh, l'aide, les secours, ou malheureusement rester impuissant face à des cataclysmes, hein. Un cyclone, ça détruit tout. Donc la conception du GeoInt, hein, connaît des modalités d'emploi de plus en plus élaborées, en s'appuyant sur le big data, l'intelligence artificielle ou le géospatial crowdsourcing, hein, qui apparaît comme l'une des innovations les plus récentes. Hein, on peut faire, comme il y a du crowdfunding, on a du crowdsourcing. Hein, donc on agglomère tous ces capteurs. Je vous ai parlé un peu de Mapillary. C'est mieux que Google Street View. Pourquoi? Parce que Mapillary, ce sont des gens qui font tout en open source. Ça veut dire que toi, demain, eh ben, je te donne un exemple, tu vas te balader près du Sénat à Paris, on va parler de la capitale comme d'habitude, mais une petite pensée à tous les provinciaux. Si tu te balades dans le jardin du Luxembourg, euh, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu n'auras pas de Google Street View, hein. C'est impossible, hein, la voiture ne passe pas. Donc, encore une fois, tu vois que même au sein de Paris, hein, qui est la capitale, eh ben, il n'y a pas tout sur Google Street View. Par contre, grâce au crowdsourcing, tu as des gens qui, avec leur GoPro, sont partis se balader dans les jardins du Luxembourg. Et sur Mapillary, contrairement à quoi? Bah, au Big Tech, à Big Brother, à l'agence de renseignement la plus connue au monde, Google, pardon, euh, le GAFAM le plus connu au monde, excusez-moi, j'ai dérapé, eh ben, tu ne pourras pas avoir ces images. Là, tu peux l'avoir. Donc, des fois, l'open source est beaucoup plus efficace que du closed source, hein. Mapillary, c'est le meilleur exemple. Quand bah, par exemple, en Afrique, vous aurez sur Mapillary, hein, des données, hein. Il y a une bonne partie. Allez faire du Google Street View dans beaucoup de pays africains, vous n'aurez rien, hein, ou vous aurez les axes principaux, mais après, il n'y aura plus rien. Donc voilà, encore une fois, pensez que l'open source aussi, hein, est extrêmement puissant. Donc à partir de l'imagerie, la géolocalisation et les données de masse, les médias sociaux, là, le géospatial crowdsourcing est devenu un champ de connaissances recherché par divers acteurs comme les organisations internationales et certains États qui manquent de cartographie, de mise à jour aussi, hein, de leur territoire. Et ça permet d'améliorer la gestion des risques, des vulnérabilités, des crises de toute nature, tant le besoin d'informations géoréférencées et géolocalisées est important. Il n'en demeure pas moins que des défis technologiques sont à relever, hein. Donc là, on a une carte satellite, hein, de l'image américaine de la ville de Monrovia, en Libéria. Il y a eu la guerre au Libéria, horrible. Et Monrovia, bah, extrêmement pays. Libéria, un des pays les plus pauvres au monde. Et avec des fous au pouvoir, il n'y a pas d'autre nom. Et voilà ce qu'on récupère. L'agrégation des données d'imagerie du renseignement humain pour soutenir des opérations sanitaires lors de la crise d'Ebola. On va pas revenir là-dessus, hein, mais Charles Taylor, les enfants soldats, euh, c'est horrible ce qui s'est passé. Et, euh, et voilà, c'était la merde. Ils ont connu Ebola, ils ont connu la guerre civile. Et nous, on a exfiltré, hein, pendant la guerre du Libéria, vite fait bien fait, tous nos ambassadeurs et le corps diplomatique, hein, vite fait, par les forces spéciales. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, Revenons au satellite, hein. Donc le ciseau, composante spatiale optique,
hein. Je vous parle tout le temps de moyens optroniques, c'est ça que j'entends. Ok? Le renseignement optique de très grande précision, la capacité de créer une visualisation cartographique et une analyse visuelle en temps réel est un défi technologique lié à l'exploitation du big data, de l'intelligence artificielle et du cloud et du partage d'informations. D'accord. Par ailleurs, je vous redirige vers, il y a des séminaires mensuels. Vous pourrez trouver de la littérature en source blanche. C'est géographie défense. Hein. C'est à l'école normale supérieure de Paris. On a ce qu'on appelle de géographie cyber picture dynamique, ou la visualisation en temps réel de la géographie, des opérations numériques et de l'environnement humain. C'est très intéressant. Si vous vous intéressez à l'OSINT, vous devez, par confluence, hein, vous intéresser à la limite au GeoInt, hein, puisque on se sert de ces techniques pour faire nos enquêtes au site. Alors, je terminerai là. Donc, je vous disais de nombreux défis à relever. Hein. Les défis liés au développement du GeoInt se relèvent de plusieurs domaines, à la fois techniques et humains. On a la possibilité de disposer d'une autonomie d'information géospatiale qui apparaît comme un premier défi pour de nombreux États. On a l'UCS Satellite Database 2017, 9 États sont capables de positionner des satellites auxquels s'ajoute l'Europe via l'ESA et les États-Unis ayant un accord d'échange. Moins d'États ont la capacité de disposer d'une information géolocalisée. Hein. Donc, essentiellement, c'est la Russie, la Chine, les États de l'Union européenne et les États-Unis, grâce à un système de satellites autonome. Hein. Enfin, le GeoInt demande également de nombreux capteurs, comme des drones ou d'autres capacités de fusion que seules les grandes puissances militaires sont capables d'acquérir. Hein. Donc, le deuxième défi consiste à une mise en œuvre d'une vision GeoInt comme un domaine d'innovation technologique et de création. Donc, cette posture suppose une nouvelle culture du travail. La conception de la géographie humaine, par exemple, apparaît beaucoup plus complexe qu'elle ne le paraît, dans un environnement quand on doit faire du big data, hein, ou de l'interprétation géopolitique. Donc en cela, l'émergence du GeoInt suppose de nouvelles compétences recourant à un haut niveau de formation polyvalent pour maîtriser les données, comprendre les interactions milieu-homme et poser les bonnes questions pour obtenir les meilleures réponses. Hein. Qui, quoi, quand, comment, pourquoi, pour qui. D'accord? Vous devez tout le temps vous poser ces questions d'un travail d'enquête. Peu importe. Hein. Vous analysez, je vous dis, un groupe terroriste, une cyberattaque, une gestion de crise. Vous devez toujours comprendre toutes les intrications d'une situation. Hein. Poser la temporalité et analyser les événements, la succession d'événements. Je voulais dire, en cybersécurité, on parle de kill chain. Hein, c'est la chaîne, l'association des techniques utilisées par l'attaquant pour pénétrer au sein d'un système d'information, par exemple. Hein. C'est une succession d'étapes. Hein. Mais la guerre sur le terrain, sur le champ de bataille, c'est une succession d'étapes. Hein. Une enquête dans l'espace, le cyberespace, c'est une succession d'étapes. Hein. On a la méthodologie. Hein. Et je vous le répète tout le temps. Donc le troisième défi, plus technique, lié pour d'autres domaines, c'est l'exploitation du big data, de l'intelligence artificielle, du cloud et du partage des informations. La capacité de créer une visualisation cartographique et une analyse visuelle en temps réel se situe au cœur de ce défi technologique. Le besoin en visualisation des systèmes humains avec des informations analysées et validées demande des situations technologiques croissantes. Donc parallèlement, on a l'afflux de données par des systèmes numériques connectés, bracelets, montres, qui produit un effet de saturation et impose d'inventer de nouveaux algorithmes de sélection et de traitement. Hein, je vous l'ai dit, je me répète, mais voilà. Enfin, le risque sécuritaire lié au partage de données suppose également un renforcement des mesures de protection. Le risque de piratage et de manipulation par un adversaire en diffusant de mauvaises informations constitue un autre enjeu majeur. L'exploitation du GeoInt pose également bien d'autres problématiques, à la fois éthiques, intrusion du GeoInt dans la vie privée, par exemple, juridique, accès aux données, et économique, rentabilité, structuration de l'écosystème.
Initiée aux États-Unis depuis les années 90, elle s'impose progressivement comme une science globale, dite science de l'information géospatiale, fondée sur le processus de fusion d'informations géographiques multisources. Elle devient centrale au sein du renseignement, mais bien au-delà et incontournable pour les États aspirant à devenir ou à redevenir des puissances mondiales. Donc voilà, allez voir Philippe Boulanger, hein, il est géographe, spécialiste des questions de géographie historique, de géographie militaire, géostratégie, de géopolitique. Il est professeur, je vais y arriver, à la faculté de lettres de Sorbonne, à l'université Paris 1. Et, euh, et voilà, je vous donne le nom. À vous de commencer votre site et rechercher tout ce que vous pouvez sur ce bonhomme, ok, et voir ce qu'il a écrit surtout. Hein, si vous en apprendrez bien plus. Donc on continuera. Hein, euh, c'est un sujet très vaste. Il me faut aussi du matériel pour pouvoir étayer mes propos. Euh, mais je vais essayer de retrouver là des challenges de synth. On va s'en faire de plus en plus. Je crois que la plupart des gens, c'est ce qu'ils préfèrent sur ma chaîne. J'essaie de vous sonder, de rentrer dans votre cerveau. Mais je vois que les vidéos sur le synth font beaucoup plus de vues. Ça a l'air de vous passionner, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Et puis vous voyez, vous n'êtes pas obligé de, comment dire, de, comment dire, de, si vous voulez travailler dans l'armée, vous n'êtes pas obligé de tenir un fusil d'assaut, hein, et de pacifier une zone, de tuer des gens. Vous pouvez aider de très loin, hein, de très loin. Mais je vous ai dit, avec vos yeux, votre cerveau, un clavier, hein, la cyberguerre, le géoïnt, l'imint, euh, vous pouvez aider, hein, beaucoup, et sauver des vies en restant à distance, hein. Donc on n'est pas obligé d'aller au cœur de l'action pour soit aider son pays, soit aider les gens. Vous pouvez à distance faire beaucoup de choses, hein, mais ça demande d'autres capacités, hein. Je vous ai dit, je vous parle tout le temps du drill, c'est l'entraînement au maniement des armes. Eh ben nous, notre drill, c'est comment utiliser nos doigts sur un clavier, comment utiliser notre cerveau, nos algorithmes, hein, qui sont dans notre cerveau. Notre cerveau est un supercalculateur. Il analyse, il acquiert de la donnée, il en tire des patterns, hein, il affine ses algorithmes. Vous êtes jeune, vous allez vous aussi affiner vos algorithmes et devenir encore meilleur que vous l'étiez hier, hein. C'est un processus lent, mais tout le monde en est capable. Après, il faut se donner les moyens. Et vous voyez que la plus puissante de vos armes, hein, c'est pas une grenade, c'est pas un lance-roquette, c'est pas un fusil d'assaut, c'est votre cerveau. Votre cerveau, hein. Le savoir, c'est pouvoir, et le savoir est une arme. Et votre cerveau également est une arme, hein. Vous devez aiguiser votre sens, votre intelligence pour faire de l'intelligence. D'accord. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.